du docteur Corchia, qui est psychiatre, et qui va nous expliquer certains points. Merci, je ne suis plus en troisième année de médecine, moi, j'aimerais bien. Ayant passé ma passe en 2009, je ne peux pas compter comme ça fait un petit peu mal à chaque fois. Non, ça fait plusieurs années que j'interviens précisément ce soir pour expliquer, entre guillemets, à quel point est-ce que c'est difficile, les mauvais aspects parfois de la base. Je préfère qu'on commence par les mauvais aspects de façon à ce que vous puissiez avoir les bons ensuite. Ici, il y en a des bons, je vous assure. La satisfaction à la fin est tellement énorme que ça vaut le périple enduré pour y arriver, en tout cas, je vous assure. Je ne pense pas que mes jeunes confrères me contrediront là-dessus, en tout cas. Je tiens à être là pour une raison assez simple, c'est que chaque année, on reçoit des étudiants dans le service dans lequel je travaille, dans lequel il y a une vingtaine de psychologues et de psychiatres, pour une souffrance qui est excessive. Et il est important d'en parler, ou en tout cas d'en dire juste quelques mots ce soir. Il y a tellement de pression autour de la première année de médecine, il y a tellement d'engagement de la part de tous les étudiants ou d'une majeure partie des étudiants qu'il peut y avoir un investissement qui est total. Et cet investissement total, il peut amener justement à une surcharge, à un burn-out, à des éléments qui ne sont pas du tout partie intégrante et indispensable de la première année de médecine, même si encore une fois elle est difficile. Et le but de cette brève intervention pour mon part ce soir, c'est de vous donner juste quelques contacts et quelques petits conseils avec le recul maintenant sur ce qu'on peut voir des différents étudiants en première année. Le but, c'est absolument pas de rentrer dans la partie technique, parce que là, ces différences-là, elles seront expliquées bien mieux par mes collègues juste après. Et juste revenir là-dessus, c'est important. Un élément important et par lequel je voudrais commencer, c'est que ce n'est pas ceux ou celles qui vont travailler le plus d'heures d'affilée qui vont réussir. Ça, c'est un élément qui me paraît important. Bien sûr qu'il y a une charge de travail qui est encore une fois majeure, mais pour autant, ça ne va pas se compter comme ça. Il est important de garder des temps de plage de cerveau disponibles et pour faire autre chose qu'apprendre. Autre chose qu'apprendre, c'est faire du sport, se reposer, dormir, garder un sommeil régulier. On a fait maintenant de nombreuses études qui vous montrent de façon extrêmement précise et scientifique que au plus vous gardez un rythme de sommeil régulier, alors je ne dis pas que vous allez dormir 12 heures à chaque fois en première année de médecine, mais au plus vous gardez une fraction de sommeil importante, au plus vos capacités à emmagasiner une capacité de connaissance le lendemain, à se concentrer, à regarder de la mémorisation est importante. Donc vraiment, j'insiste sur un point qui semble parfois anecdotique, le sommeil et le sport, via la production de dopamine et de sérotonine, vont faire en sorte que le lendemain, vous allez pouvoir une capacité de mémorisation bien plus importante. Je dis ça parce qu'en général, on a toujours le réflexe de dire je me couche à 4 heures du matin et puis je me réveille à 6 heures et au plus je vais travailler, au plus je vais apprendre. Non, vous savez que vous allez juste vous retrouver devant le cahier qui est ouvert et avec un niveau d'apprentissage qui est égal à zéro parce que vous êtes trop fatigué pour pouvoir intégrer de nouvelles informations. Deuxième point, on a parlé du sport. Troisième point, et j'insiste là-dessus, chaque année, on reçoit des étudiants qui essayent de se faire prescrire ou de prendre des substances psychoactives pour essayer d'augmenter leur capacité de mémorisation, quels que soient les types de molécules. Je vais être un petit peu direct là-dessus, c'est toujours une mauvaise idée. C'est toujours une mauvaise idée parce que même si ça peut augmenter artificiellement de façon très courte la capacité de temps de travail, typiquement en ayant moins besoin, par exemple, de dormir encore une fois, ben, ça va dégrader la mémorisation à moyen et long terme. Donc, ce sur quoi vous êtes capable de vous concentrer maintenant de façon plus longue que d'habitude, vous n'allez pas pouvoir le retenir sur une période de quelques mois et c'est ce que veut le concours. Autre point important, et là, du coup, je m'adresse plus particulièrement aux parents, vous allez être confrontés, vous aussi, à une année difficile. C'est une année difficile pour les étudiants, mais c'est une année difficile aussi pour les parents. Je n'en étais pas rendu compte quand je passais ma première année, du coup, il y a une quinzaine d'années de ça maintenant. Je préfère pas dire le chiffre, mais vous allez avoir un rôle qui est central. Central pour celui d'être déjà une écoute attentive, de pouvoir tolérer des choses qui vous semblent parfois extrêmement désagréables sur le fonctionnement quotidien qui est forcément un petit peu chamboulé entre une année de lycée et une année de première année de médecine. Il y a des règles que, en général, on s'impose quand on est étudiant, de rythme qui me paraissent importants, mais là, je laisserai mes collègues en dire un mot aussi. Et un point, à mon avis, encore plus capital, qui est celui de la pression. Il y a suffisamment de pression qu'on se met à soi-même en première année pour avoir besoin d'une aide extérieure et d'un rajout de pression extérieure. Alors, je sais que pour l'immense majorité d'entre vous, et si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a bien sûr un rôle bienveillant en tant que parent, mais on ne s'en rend pas forcément compte. On ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on va avoir des concours blancs, quand on va essayer de demander « Ah, c'est tout, c'est que ça ton classement du concours blanc? Ah, ah oui, ah. »
tout ce genre de petite pression-là va venir se surajouter. Et encore une fois, si on peut essayer d'être juste protecteur et de faire en sorte de faciliter les choses, que ce soit en termes de rythme, en termes évidemment de moyens qu'on peut mettre en place au quotidien pour faciliter l'apprentissage, j'insiste là-dessus, c'est important. Autre chose, si vous décelez des choses qui vous paraissent anormales pour une année de travail, même acharné, autrement dit un surmenage, et malheureusement ça arrive, statistiquement ça arrive à peu près 5% des étudiants de première année en France d'avoir besoin d'une aide extérieure. Aide extérieure, autrement dit, par exemple, un simple suivi psychologique de quelques heures, allez, on va dire 5 à 6 séances dans l'année, peuvent suffire à justement éviter la sensation d'épuisement. Et le but, c'est de comprendre qu'avec des conseils adaptés, précis, qui seront différents de ceux que vous pourriez avoir, par exemple, sur un volet plus professionnel, c'est-à-dire en termes d'études, comment organiser le temps de travail, vraiment personnel, réflexif et individualisé, je pense que ça vaut le coup. C'est aussi pour ça que je suis là, pour vous donner quelques contacts par rapport à ça. Il y a le bureau de la faculté qui est, encore une fois, toujours présent s'il y a des étudiants, surtout dans une situation pénible, compliquée, voire trop difficile à gérer. Je pense toujours que ça vaut le coup de faire une, parfois 2 journées de off complet, de prendre un petit suivi court de quelques heures. Je ne dis pas que vous allez avoir un suivi toutes les semaines, loin de là. L'idée, ce n'est pas de perdre du temps de travail effectif, parce qu'on voit souvent les choses comme ça en première année, c'est d'avoir des contacts. Donc, moi, je suis le référent pour la faculté, pour tous les étudiants de la première à la sixième année en cas de situation compliquée à gérer au cours des études, que ce soit psychologique ou parce qu'il y a au décours de la première année, malheureusement, parfois des mauvaises nouvelles ou des soucis de santé, qu'on puisse les intégrer dans le cursus, c'est important. Donc moi, je travaille dans le service du professeur Lançon, qui est sur l'hôpital de Sainte-Marguerite. En termes de chiffres, on reçoit chaque année entre 10, 20, parfois 30 années, enfin, 30 étudiants de première année au cours de l'année qu'on peut suivre ou pas. Parfois, c'est juste quelques conseils rapides qui permettent de redonner un peu de boost, de confiance et de ne plus être sur une spirale négative. J'insiste sur les points négatifs, mais heureusement, il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de choses positives. D'ailleurs, si c'est à refaire, je le referai, même si on ne dirait pas après vous avoir parlé de tout ça. Je vais simplement céder la parole à mes collègues et mes confrères. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques. Je ne vais pas pouvoir rester malheureusement moi toute la présentation, mais si vous avez des questions, en général, il y en a assez peu au début de l'année. Ça vient parfois plus tard. Ne vous gênez pas, simplement pour quelques conseils, même téléphoniques, parfois ça suffit, à appeler directement dans le service, soit du professeur Lançon sur Sainte-Marguerite, soit à contacter le bureau de la faculté pour les étudiants en difficulté, ça s'appelle comme ça. Et du coup, on pourra être amené à discuter soit avec moi, soit avec des psychologues directement, pour faire en sorte que ça se passe au mieux en tout cas et qu'il n'y ait pas de difficulté. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment de les poser. Mais tout le monde ira bien cette année. Ok, ben on va pouvoir continuer. On repart du début. Alors, du coup, on va commencer par une petite présentation du TAM. Merci. Alors, du coup, le tutorat associatif marseillais, qu'est-ce que c'est? C'est une association à but non lucratif dont l'objectif principal va être d'accompagner les étudiants en PASS et en LAS, donc LAS 2, LAS 1 et LAS 3, vers la réussite d'entrée en deuxième année. Donc, ça peut être une deuxième année de médecine, de pharmacie, de kiné, de sage-femme et de dentaire. Voilà, j'avais oublié. Il faut savoir que c'est la seule écurie qui est soutenue et reconnue par la faculté et également par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Du coup, pour le programme, on va commencer par une présentation assez rapide de la PASS et des BCC. Ensuite, du coup, on fera une présentation de la LAS. Puis, l'intervention du Dr Corchia, on l'a déjà faite, donc on va passer. Et en dernière partie, on écoutera les témoignages de nos tuteurs et de leurs parents. Alors, du coup, comme vous le savez, il existe deux voies d'accès pour les études de santé. Soit la PASS, donc parcours d'accès en santé spécifique, ou la LAS, sans accès santé. Donc, moi, je vais vous parler essentiellement de la PASS, parce que c'est ce que je connais. On va vous présenter la PASS et donc, Clément vous fera la partie sur les DCC, parce que c'est un sujet qui m'est très bien avec moi.
Du coup, pour ce qui est de l'examen de la passe, donc vous avez 2 semestres avec donc 7 UE pour le premier semestre et 6 UE pour le deuxième. 5. J'ai compté tous les spectres. Du coup, voilà, avec donc différents coefficients selon si vous candidatez donc pour la filière, donc une des filières MMOCA, donc médecine, maïeutique, odontologie et kinésithérapie, ou si vous candidatez pour l'une des filières de pharmacie. Voilà. Donc vous verrez que ils sont légèrement différents et évidemment donc selon la spécialité, vous ne travaillez, enfin selon la filière que vous souhaitez, vous ne travaillerez pas les mêmes spécialités. Du coup, comment ça va se passer un petit peu, on va dire, l'examen en tant que tel. L'examen, il se déroule sur une journée et non pas sur plusieurs, où en gros, vous arrivez le matin à 9h30 pour passer les premières matières, donc que sont l'anatomie et la physiologie, et le soir, donc, vous passez, enfin, la dernière fois que vous passez de la journée, ça va être le 1. Voilà, ça va être toutes les matières classantes, vous allez les passer en une journée. Donc, classante, c'est celle que compteront pour le classement donc pour accéder aux filières MMOCA. Ensuite, le lendemain, vous passerez donc la mineure, donc qui elle sera validante mais pas classante. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir le minimum, mais qu'en soi, elle ne jouera pas dans votre classement pour accéder aux filières MMOCA. Voilà. Ensuite, donc, au deuxième semestre, vous allez avoir donc 3 UE qui sont donc communes à toutes les filières pour lesquelles vous candidatez, mais vous aurez donc également ce qu'on appelle les spécialités, donc il y en a 4, et selon donc les spécialités que vous choisissez, vous pourrez obtenir telle ou telle filière. Enfin, en tout cas, on va dire que c'est celles qui seront prises en compte, regardées pour pouvoir obtenir telle ou telle filière. Donc, l'aspect 11 et l'aspect 12, c'est celles qui permettront d'accéder aux filières de médecine et de kinésithérapie. Donc, ce sont des coefficients 4. Vous verrez sur tout coefficient 4 qu'on parle, donc, quelle que soit donc, la filière pour laquelle vous la voulez. Donc, l'aspect 11 et l'aspect 13 vont permettre de candidater pour les filières de maïeutique, la filière de maïeutique, et l'aspect 12 et l'aspect 13 permettront de candidater pour la filière d'odontologie. Et l'aspect 14 et l'aspect 13 permettront de candidater aux filières de pharmacie. Ensuite, on va passer au BC. Alors, les PCC, c'est le bloc de connaissances et de compétences. C'est la réforme de cette année qui concerne la passe. Donc, chaque semestre est réparti en 3 PCC. Au sein des PCC, il y a tous les UE, que ce soit les UE classants ou les UE non classants comme la leader. Et le principe, c'est qu'avant, donc nos années, tous les UE du même semestre se compensaient. Donc, ce qui faisait que la leader, personne ne l'a travaillé puisqu'elle était compensée par tous les autres UE qui étaient eux classants. Et cette année, seuls les UE qui sont dans le même PCC, donc pour la mineure, seuls le 4 et le 7 peuvent compenser la note à la mineure, ce qui fait qu'il va falloir un minimum travailler sa mineure, car elle peut être compensée par les gros UE qui étaient, donc, par exemple, avant le 1, le 3 compensaient très facilement la mineure. Et maintenant, il n'y a que les maths et l'anglais qui sont 2 notes qui sont généralement les plus basses du S1. Et au S2, il n'y a que donc, le 10 qui peut compenser la mineure du S2. Et le 10, pareil, c'est la note la plus basse généralement pour les étudiants au S2. Et il faut savoir que si donc, un des 3 BCC n'est pas validé, ce qui peut arriver donc, pour certains d'entre nous si on avait eu cette réforme, et ben, on ne peut pas accéder en deuxième année MOPK, même si le classement nous le permet, et on ne peut pas non plus aller en LAS 2 pour redoubler. On est obligé de repartir en L1 pour faire 2 ans. Donc ça va être vraiment très important de bosser un minimum sa mineure, donc entre 1 à 2 heures par semaine. Ce n'est pas non plus un UE qu'il faut travailler comme les UE donc classants, mais c'est un but qu'il n'y a pas trop falloir négliger comme c'était les autres années, car sinon on peut se retrouver dans une situation où on a un classement qui nous permet d'aller en deuxième année, mais on ne valide pas son année, donc au final on redouble. Donc pour valider les BCC, il faut savoir aussi que les 2 BCC, donc sur les 2 semestres, par exemple le BCC 1, donc celui qui est en jaune au S1, se compense avec celui du S2 pour faire une moyenne annuelle, et celle-là, c'est la moyenne annuelle qui doit être supérieure à 10. Ça pour les étudiants, dans le guide du nouvel étudiant en santé qui est publié par le TAM, vous avez tous les détails de comment est-ce que les BCC se comportent et se comportent entre eux. Ensuite viennent les résultats. Alors les résultats, ce sera ceux du S2. Vous aurez 2 types de propositions. Donc soit vous êtes grand admis, donc dans ce cas-là, vous êtes admis en deuxième année directement. Soit il y aura aussi des admis à l'oral. C'est un nombre qui varie chaque année. C'est la fac qui fixe les notes seuil. Ceux qui sont au-dessus du seuil sont grand admis, et ceux qui sont entre les 2 seuils, donc le seuil du grand admis et le seuil de l'admis à l'oral, ils vont à l'épreuve orale.
Pour l'épreuve orale, on aura les modalités donc en avril, quand les notes elles sortent. C'est la fac qui publiera donc, ce que les étudiants doivent composer pour cette épreuve orale. L'épreuve orale, ça va un petit peu plus loin que le numerus. Par exemple, en médecine, il y avait près de 300 étudiants qui passaient à l'oral pour les 125 places restantes. Ça permet de faire des remontées. Et donc, à l'issue de l'oral, il y a un nouveau classement qui est publié uniquement pour ceux qui sont allés à l'oral, avec les résultats donc, définitifs de l'année. Donc, soit vous êtes admis en deuxième année après l'oral, dans ces cas-là, c'est comme les grandes admis, vous rejoignez la promo de deuxième année de la filière qui correspond à votre admission. Soit si votre année de passe est validée, selon donc, les conditions des BCC, donc vous validez tous vos BCC avec au moins un 10, vous allez en LAS 2, donc la LAS 2 c'est la filière pour redoubler la passe, pour retenter sa deuxième chance à l'accès santé. Et la mineure qui est en passe, par exemple, si vous avez une mineure SV en passe, vous irez en LAS avec la majeure SV pour retenter le concours. Si vous allez au rattrapage en passe, ce qui est possible, vous rattrapez un ou plusieurs UE, il faut que vous inscrivez immédiatement en LAS avant les rattrapages. Et si vous validez vos rattrapages, vous pourrez aller en LAS. Sinon, il faudra aller en L1, parce que votre année ne sera pas validée. Et si vous ne validez pas l'année, c'est déjà Parcoursup qu'il faut se réorienter, donc soit en L1 sans accès santé, soit via quelque chose qui est autre du domaine médical. Si vous allez en L1 sans accès santé, ça vous prendra donc 2 ans pour retourner en LAS 2 et représenter le concours. Et maintenant, on va passer à la fonction de la LAS, sauf si vous avez des questions. Il y a des questions? C'est bon. Ça a l'air bon. Alors, du coup, la LAS, c'est une licence accès santé qui est constituée par la majeure, qui va représenter la licence à part entière. Donc, ça peut être STAPS, SVT, enfin, il y en a beaucoup. Et une mineure qui, elle, va être représentée par l'accès santé. Et là, ça va être des cours de santé qu'on peut parfois retrouver en passe. Et c'est grâce à cette mineure-là qu'on pourra rattacher aux études de santé à une deuxième année MNO-PK. Au niveau des matières, pour la LAS 1, donc il y en a 5. Je ne vais pas les citer, mais si vous voulez prendre en photo, vous pouvez. Juste, on voit que le plus gros coefficient, c'est l'anatomie. Donc, ça reste quand même assez important. En LAS 2, il y a plus de matières, avec du coup 2 spécialités de passe où on retrouve quasiment les mêmes cours. On retrouve aussi les sciences humaines et des stats aussi, qui sont quasiment les mêmes statistiques que ce qu'on fait en passe. Pour la LAS 3, on n'a pas réussi à trouver les coefficients exacts. Du coup, on vous a quand même mis les matières. Mais il me semble qu'il n'y a pas de LAS 3 inscrit, donc on va passer. Au niveau de l'examen, du coup, l'examen classant, ça va être en 2 temps. Donc, il y a une première partie qui sera l'examen de la majeure du premier semestre, donc l'examen de licence. Et là, du coup, ça va être propre à chaque licence avec les épreuves qui sont propres à chaque fac, donc qui varient en fonction de la majeure dans laquelle on est. Et au deuxième semestre, du coup, cette fois-ci, il y aura 2 examens. Donc, l'examen de la mineure, qui là va être commun à tous les LAS, soit 1, soit 2, soit 3. Et il y aura aussi l'examen de la licence du deuxième semestre, sauf que cette fois-ci, il ne sera pas classant. En revanche, il faut quand même que les 2 semestres se compensent. Et donc, il faut faire attention à ne pas délaisser le deuxième semestre, puisqu'on risque de ne pas valider l'année. Par rapport à l'examen, donc le calendrier, il sera envoyé par mail. Et du coup, pour les LAS, parce que souvent on se perd, l'épreuve sera avant le deuxième semestre de la base. Et du coup, il sera, c'est au niveau de l'endroit où on a encadré en rouge. Donc, il y a LAS 1, donc à part, et LAS 2 et LAS 3 passeront l'examen en même temps et auront le même classement, même s'ils n'ont pas les mêmes matières. Alors, comme pour la passe, les étudiants les mieux classés seront grands admis et entreront du coup directement en deuxième année de leur choix. Et en revanche, s'ils ne sont pas sélectionnés, il y a aussi un oral, donc, comme en passe. Et au niveau des résultats, je te laisse parler. Du coup, il y a plusieurs modalités pour passer en filière de santé avec la LAS. Ce qui est ce qu'il faut saisir, c'est que en cas de non admission en deuxième année, attendez.
Ah, ok. Alors, on va dire il y a le chemin admis, donc ça, c'est bon. Soit on n'est pas admis, donc on n'est pas donc dans une filière soit médecine, pharma ou quoi. Donc, si on n'est pas admis, mais que notre moyenne, elle est supérieure à 10, si on est en LAS 1, on peut recandidater en LAS 2. Et si on est en LAS 2, on peut recandidater en LAS 3. Mais par exemple, si par exemple, vous avez fait une passe, ensuite que vous avez validé votre passe, vous allez en LAS 2, et que vous retentez le concours en LAS 2, là, vous avez utilisé vos deux chances. Voilà. Ensuite, si vous n'êtes pas admis et que votre moyenne elle est inférieure à 10, donc là, vous n'avez pas validé votre classe, là, c'est le redoublement. Donc, si vous êtes en LAS 1, il faut redoubler en L1. Et si vous êtes en LAS 2, il faut redoubler ça L2. Et là, pareil, vous pouvez candidater, mais que l'année suivante. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ah, alors après une passe, on ne peut que faire une LAS 2 si tu as validé ta passe, donc si tu as eu plus de 10 en passe. Mais par contre, si tu n'as pas validé ta passe, tu ne peux pas faire une LAS 1. Tu es obligé de faire une L1 classique et ensuite tu peux recandidater au concours en LAS 2. Voilà. D'autres questions? Alors moi, j'avais juste un petit truc à rajouter. Si vous voyez qu'au cours de l'année, ça ne va pas trop au niveau de la LAS, par exemple, pour le schéma typique, vous avez fait une passe, vous partez en LAS 2. La LAS 2, au niveau des résultats de licence, ça arrive à peu près janvier, février. Si vous voyez que ça ne va pas, ne tentez pas votre chance. Ça, vous verrez, en gros, la fac laisse aux étudiants le choix de le faire soit en LAS 2, soit en LAS 3. En fait, vous avez deux chances à utiliser, mais vous choisissez à quelle année l'utiliser. Donc, en fonction, après, vous pourrez discuter avec les étudiants si ça ne va pas dans l'année. Nous, on sera un peu vous conseiller et vous guider. Mais voilà, vous avez aussi l'option de retenter en LAS 3. Si jamais la LAS 2 ou la LAS 1, ça n'a pas été fou. Voilà. Des questions? Voilà. Et sinon, si vous redoublez, mais que vous voulez vous réorienter, ça se fait sur Parcoursup. Voilà. Attends, du coup, on va passer au témoignage. Donc, je vais demander au binôme parent-tuteur de venir me rejoindre. Et si on peut leur donner la place aussi. Ouais. Quand vous parlez, c'est comme je vois dans la du coup, je vais vous laisser vous présenter en donnant toutes les informations que vous avez là. Du coup, bonjour tout le monde, moi c'est Roxane. Là, je vais rentrer en deuxième année de médecine. Et du coup, j'avais fait une passe avec une mineure SV STAPS. Mais du coup, cette année, j'ai entendu que c'était séparé SV STAPS. Mais l'année dernière, du coup, c'était les deux combinés. Et du coup, je vivais chez mes parents parce que je viens de Marseille à la base. Et donc, voilà ma mère. Voilà. Et du coup, j'ai une grande sœur, mais qui est beaucoup plus grande que moi, donc elle vit à Paris. Donc, en fait, je l'ai vue seulement pendant les vacances de Noël. Donc, c'est un peu comme si j'étais toute seule toute l'année. Et du coup, le métier de mes parents, là, c'est ma mère, du coup, elle travaille à la banque comme cadre et mon père ne travaille pas, donc il était tout le temps à la maison, au moins, c'était un peu pratique. Voilà. On fait aussi pareil. Ça regroupe les mêmes informations. Oui, okay. Merci. Alors, moi, bonjour. Je m'appelle Alexandre Forger, je rentre en deuxième année de médecine. J'ai fait un parcours un peu atypique, donc je vais me présenter très rapidement. Quand j'étais au lycée, j'avais la spécialité géopolitique et SES, donc absolument pas scientifique. J'ai été pris en passe par je ne sais quel miracle, mais dès que j'ai été admis, je suis passé en passe droit. Je suis allé au rattrapage parce que je me suis bien planté. Mais j'ai réussi mes rattrapages, je fais partie des derniers amis. Et donc, ça m'a ouvert les portes de la LAS 2. En LAS 2, j'ai choisi la géographie, qui cette année est fermée. Donc, j'ai été le premier et le seul. Mais
Donc, j'ai réussi à passer. J'ai eu premier semestre, je crois, 14,7 de moyenne, et donc c'était la partie classante. Pour la partie médecine, j'ai eu 12,7, et donc avec tout ce qui est harmonisation, etc., j'ai fini à 14,8, je crois, ce qui m'a fait finir 169e avant oral. Donc, je suis passé à l'oral, et après oral, j'ai été admis avec 17 de moyenne. Pendant mes 2 années, donc, je vivais chez mon papa, donc, qui est là, puisque je suis sur Marseille, donc je faisais les allers-retours à la fac quasiment tous les jours, sauf en LAS 2 où pour le coup j'étais à Aix, donc je partais de Marseille pour monter à Aix. Et ensuite, famille, frères et sœurs. Donc j'ai une sœur qui est juste devant, qui elle a 2 ans de plus que moi et est en droit à Aix, donc c'était un petit soutien moral. Et métier de mon papa travaille à son compte. Je pense qu'il expliquera beaucoup mieux que moi. Donc voilà. Alors, bonjour à tous. Je crois qu'il y en a dans la salle, c'est pas la première fois que je les vois. Donc, je dirais bonjour aussi. Moi, je m'appelle Kylian Mengoual-Versini. Je rentre actuellement en 2e année de médecine. J'ai aussi un parcours tout aussi complexe. Je fais une terminale scientifique. J'ai fait une passe avec le mineur SP que j'ai raté de peu parce que j'étais dans le numérus et je suis allée aux oraux et je suis ressortie du numérus à cause des oraux. Et comme j'étais intéressée par la recherche également, j'en ai profité pour faire une thèse de sciences de la vie à l'UNI. Donc c'est très pratique parce que c'est juste à côté de chez moi. Et j'ai réussi à rentrer en médecine grâce aux oraux. Alors au lieu de vie, j'étais justement prémunie. Donc au niveau des calendes, je ne sais pas très bien si vous voyez. Donc j'étais avec ma maman, ça aussi également de la soirée. Les sangliers, c'est très mignon. C'est très vert aussi. En frères et sœurs, j'ai une demi-sœur. On n'a pas la même maman, mais on a le même papa, donc elle habitait près de Nice. Alors je sais qu'en passe, je ne l'ai pas vue de l'année. Je l'ai juste vue 2 semaines en juin avant les résultats. Et après j'ai fait la LAS, je ne l'ai vue que l'été suivant. Mais du coup, j'étais pas avec ma maman parce que c'est ma maman et du coup, c'est pas celle de ma sœur. Donc, ça aurait été chouette qu'elle soit aussi. Hein. Pour le métier, tu veux dire toi ou... Je suis juriste, notaire assistant. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, on vous laissera les poser à la fin. Première question. Comment était votre relation durant votre passe LAS? Alors, je fais passer là ou juste là? Ok, alors je vais faire les deux. Pour le coup, pour la passe, alors juste petit contexte, moi, pardon? Ah ok, d'accord. Mes parents sont séparés, donc en fait, je faisais des alternances entre une semaine, enfin pas trop en passe, mais j'essayais de faire un petit peu comme je voulais pour voir toujours les 2 parents. Et en LAS, pour le coup, j'ai arrêté de parler à ma mère et je parlais uniquement à mon père. Et donc, je vivais chez mon papa et donc la relation avec mon papa a été super en fait. C'était un soutien particulièrement fort parce que à chaque fois que je rentrais les soirs, ben, il était là. Quand j'étais en train de craquer, il était là. Quand je ne comprenais plus ce que j'étais en train de vivre, il était là. Et donc, moi, je considère que la relation qu'on a eue était super. Vraiment, c'était un super soutien. Après, je ne sais pas lui comment il a vu ma relation parce qu'il a quand même vécu d'un point de vue un peu plus extérieur. Enfin non, mais bon, l'année un petit peu plus extérieure. Donc, je ne sais pas si lui, il avait à peu près les mêmes ressentis. Bonsoir. Alors, évidemment, le ressenti est très différent. Il ne peut pas être identique. C'est impossible. On n'a pas le même parcours. Alexandre est quelqu'un de très spécial. Dans le bon sens du terme. Son parcours, que vous avez exposé rapidement en témoigne, il fait des études qui ne sont pas des études scientifiques pendant sa terminale. Il me téléphone un jour en me disant papa, il faut qu'on parle. Ça peut être inquiétant à cet âge-là. C'était juste, je veux essayer médecine. Ok, just do it, juste fais-le. Je crois que le maître mot de toute cette aventure qui a duré 2 ans, c'est le soutien. Alors, tous nos enfants sont différents, je pense. Le soutien, ça se personnalise. Moi, j'ai
la prétention de bien connaître mon fils, ma fille aussi, mais là, c'est pas d'elle qu'on parle ce soir. J'ai la prétention de bien connaître mes enfants, et en particulier Alexandre, et je sais à quel moment il a besoin de liberté, je sais à quel moment il a besoin qu'on lui témoigne de la confiance, je sais à quel moment il a besoin qu'on le laisse tranquille. Mais tout ça, ça s'appelle du soutien, et je pense que c'est la clé de ce que vous pouvez apporter aux jeunes qui vont entrer dans cette phase compliquée. Clairement, c'est compliqué. La charge de travail, Dr. Forcher a évoqué tout à l'heure, la charge de travail colossale. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des résultats, il y a des comparaisons avec les copains. Les copains sont des concurrents. C'est une dimension qu'il faut adresser aussi. C'est pas forcément naturel à leur âge de passer leur temps avec leurs potes, de créer un groupe de soutien entre eux et au moment des examens de se dire là c'est maintenant malheureusement un petit peu chacun pour soi. Donc voilà, tout ça il faut le personnaliser avec vos enfants en fonction de leur personnalité respective. Moi, je pense qu'on a eu un équilibre assez bien balancé. Moi j'essayais d'être là, de lui foutre la paix quand il en avait besoin, de l'aider quand il en avait besoin. J'ai passé mon temps à lui expliquer que quand on travaillait, on avait des résultats. Il en est une preuve. Même quand il y a des hauts, même quand il y a des bas, il ne faut pas s'enflammer quand il y a des hauts, il ne faut pas se démoraliser quand il y a des bas. Il faut vraiment être présent au quotidien et leur laisser le degré de liberté dont ils ont besoin. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Alors, c'est mon tour. Sur les 2 années, franchement, c'était comme d'habitude, puisque comme avec ma maman, on est assez fusionnel. Donc, que ce soit la bonne humeur, même la tristesse ou les doutes, je t'ai tout dit. Hein. Et bon, je ne me suis pas sentie lui expliquer les cours. Parce que déjà, que quand elle m'explique des trucs en droit, c'est pas du français. Donc, je me suis dit, j'ai tenté une fois, je ne l'ai pas fait. Mais l'essentiel des parents, c'est avant tout d'être en soutien, je pense, et ça, je l'ai été. Alors, pendant la passe, j'étais beaucoup soit à l'écurie, soit chez moi, donc on s'est quand même bien organisé, puisque des fois aussi, elle est organisée un peu tranquille, etc. Je ne l'ai pas renvoyé juste devant la télé, parce qu'on a des pièces, on peut tout fermer, on peut isoler, donc c'est quand même bien arrangé. Après, pendant la classe, comme c'était juste à 10 minutes de chez moi, je passais mon temps à la maison. Donc, c'était plutôt bien, j'étais aussi tranquille, etc. Alors là, ce qui est assez particulier, c'est que c'est comme au lycée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des travaux en solo, comme on peut avoir des travaux en groupe, notamment sur des travaux pratiques en laboratoire ou des exposés sur les microbiotes qu'on peut réaliser. Donc, c'est un peu plus complexe au niveau des tensions de groupe, qui c'est qui travaille plus, qui c'est qui fait moins. Donc, aussi, tous les petits soucis, les petits doutes, j'en ai également parlé à ma maman et ça s'est bien passé. Ce qu'il faut, c'est pas hésiter. Il ne faut pas se dire oui, je ne vais pas les déranger, je ne vais pas les embêter, ils sont passés par là, il faut le faire. C'est vous passez par là, mais vos parents sont là pour ça. C'est justement si vous êtes tous là à la réunion, c'est pour accompagner vos enfants parce que vous voulez leur offrir les meilleures conditions et qu'ils réussissent ou non. Vous pouvez également être fiers de vous comme être fiers d'eux parce que c'est l'essentiel du parcours, c'est un parcours de temps. Et je pense que vous pouvez déjà tous vous applaudir d'être déjà là. Un petit mot à rajouter, qui est bien dit l'essentiel, c'est un vrai travail d'équipe. C'est du soutien à 100%, c'est de l'amour, de la fierté, d'être là tout le temps. Et de lui laisser de la liberté, de la laisser travailler, de lui faire des petits plats, que la maison est toujours impeccable, qu'elle se sente bien, soutenue, et qu'il ne faut rien lâcher, parce que ce sont des années un peu entre parenthèses, quelle que soit bon, la médecine, et ça c'est bon aussi pour toutes les branches où il faut passer des concours. Mais c'est très difficile, c'est pas être bon, mais c'est toujours être le meilleur. Donc, nos enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes, ils font tout ce qu'ils peuvent, c'est pas évident, il y a
baisse de morale, mais il ne faut rien lâcher, il faut toujours croire en ses capacités. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on est en pleine forme. Il faut essayer de manger toujours bien équilibré, essayer de bien dormir, essayer de garder le moral, de se dire qu'on a toute une année et qu'on ne doit rien lâcher et que c'est un travail d'équipe et qu'on a besoin de parler. Les parents aussi sont là pour tout entendre et pour soutenir, pour être disponible. Voilà, c'est ce que j'ai essayé, c'est ce que je fais au quotidien et c'est un vrai bonheur. En tout cas, ça n'a pas été une année compliquée, au contraire, ça a été un vrai bonheur pour moi de participer à cette grande aventure qui a été le concours pour passer en deuxième année de médecine. Et voilà, donc bon courage à tous et une bonne rentrée, plein de bonnes choses. Du coup, nous, ça avait un peu rien à voir. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, on verra. Mais non, c'est parce qu'en fait, j'avais une prépa privée à côté et du coup, je bossais tous les jours là-bas. Vraiment, je partais de la maison à 7h, je revenais, il était 21h, 22h et c'était comme ça du lundi au dimanche. Donc, en fait, mes parents, je les voyais en mangeant le soir. Et encore, je pense qu'ils avaient fait le choix de m'attendre pour. Pardon, excusez-moi, de m'attendre pour manger, mais oui, voilà, donc c'était vraiment les seuls moments où on se voyait. Donc, je ne saurais pas trop comment expliquer comment c'était, mais enfin, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant ou très pudique sur comment je ressens les choses, je vis mes actions, je ne sais pas comment dire, mais du coup, donc j'en parlais pas trop à mes parents, mais je pense que ça se voyait quand j'étais dans des mauvais jours et tout, et donc, ça a toujours été, oui, on n'en parle pas trop, mais je sais qu'ils étaient là pour me soutenir à leur manière. C'est par exemple, justement, soit me laisser mon espace, soit essayer de se renseigner, tout ça, ou faire des petits gestes comme faire à manger, tout ça. Enfin, c'est vraiment des détails qui peuvent paraître insignifiants pour vous, que ce soit vous les parents ou les enfants, mais quand on est dans des mauvais jours et qu'on voit qu'ils essayent à leur manière de vous accompagner, c'est ça qui vous réconforte et qui vous permet de tenir. Qui vous permet de tenir tout au long de l'année. Et voilà, donc c'est un peu, voilà, c'est le ressenti que j'ai eu dans l'année. Voilà, je te laisserai. Alors oui, moi je vais un peu paraphraser tout ce qui a été dit avant. Alors déjà, c'est vrai que tous nos enfants sont différents. Voilà, certains ont besoin qu'on les embrasse, qu'on soit près d'eux. D'autres sont plus indépendants, comme les machines. Voilà. C'est vrai que mon soutien, c'était de ne pas aller dans son espace vital, de ne pas la gêner, mais quand même un petit peu de temps en temps, parce qu'on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Quoi. Enfin, voilà, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, c'était intéressant. Puis, chaque fois, je me prenais qu'est-ce que tu crois, j'ai travaillé 10 heures aujourd'hui. On dirait que je suis insolente, mais c'est juste que je suis fatiguée. Voilà, on savait la laisser tranquille et effectivement, on a plus traduit notre soutien, comme elle dit, voilà, en lui préparant à manger. D'ailleurs, je reviens sur ce qu'avait dit son prof de SVT en terminale, quand on lui avait dit notre fille veut faire médecine, il dit, bien, bon, vous les parents, n'essayez pas de comprendre ce qu'elle fait, vous ne comprendrez pas de toute façon, n'essayez pas d'aider à travailler, ça ne sert à rien, c'est vrai, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris toute la présentation tout à l'heure, là, moi j'ai mis à comprendre. Donc, il nous avait dit, en fait, vous les parents, vous êtes là pour que l'enfant soit bien. Hein, il faut lui préparer à manger, que la maison soit bien propre, bien accueillante. Il faut toujours être souriant, même quand elle vous fera la tête, la gueule, vous ne savez pas pourquoi, etc. Laissez-la tranquille, c'est nécessaire. En fait, c'est une espèce d'explication, comme voilà, on n'est pas bien, on fait la tête, ou alors on rentre dans sa chambre. Voilà. Et puis à la maison, on avait aussi 2 médias sur pattes très intéressants, des chats. Voilà. Donc, quelquefois, on disait tiens, voilà, toi des chats, ils sont gentils, ils veulent te voir. Voilà, comme ça, on faisait le média avec nous-mêmes. Après, ce que je peux dire, que oui, effectivement, c'est une année, ils ont beaucoup de travail, il faut beaucoup de régularité. À la limite, c'est ce qu'on regardait plutôt, c'est est-ce que
Effectivement, elle dort régulièrement. On disait toujours attention, on regarde l'heure, on va dormir, on sait plus qu'elle va 6 heures, tout ça, donc on dit qu'elle soit bien. Les repas, bien évidemment, on fait très attention, voilà. Voilà, on peut être très présent à ce niveau-là. Parce que de toute façon, effectivement, cette année, c'est une année de compassion. Enfin, nous, on souffre avec eux. Voilà, on va être empathique. Voilà. Il faut les laisser tranquilles, mais en même temps, voilà, on doit être là pour les soutenir. Je crois que c'est vraiment notre boulot de parents. Et c'est vrai que quand ça fonctionne, ben, on est quand même vachement content. Il y a quelque chose oui, que j'ai fait en début d'année et que je n'ai jamais refait après, c'est aussi lui poser une question sur ses résultats. Alors, tu es combienième là, au concours plein. Alors, je faisais des stats, je disais, bon, alors si tu es à tel niveau, ben, vous êtes que 300, donc là, quand vous serez 1500, ben, peut-être que tu seras là, alors peut-être que tu seras admissible, machin. C'est pareil, je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas fait deux fois. Hein. Ça a été très mal reçu, très mal apprécié. Voilà, donc je savais qu'elle travaillait. Moi, j'ai toujours fait entièrement confiance à ma fille. Ces études-là, c'est très dur. Voilà, mais c'est pour un avenir qui est choisi. Enfin, voilà, on transforme médecine pour le. Enfin, même si on a fait un parcours un petit peu particulier, c'est parce qu'à un moment, on se dit on a envie d'y aller. Quoi. Puis, la première année de médecine, c'est 1 an sur 12, ou 1 an sur 10, enfin bref. Donc, c'est que le début, donc il faut que tout se passe bien. Voilà ce que je voulais vous dire de ma petite expérience de parents pendant un an. Et puis, bravo. Voilà. Deuxième question, plus centrée sur les étudiants. Comment et où travaillez-vous la semaine et le week-end et à quelle fréquence voyagez-vous par an? Alors, la semaine, là je parle que de l'année de la semaine. La semaine, j'étais majoritairement à la mairie de Lille, qui est magnifique. Et il y a une très belle cafétéria avec beaucoup de très très bons bouquets de muffins, je recommande. Mais on est là pour parler de travail, et on peut voir ça après. Alors, la semaine, on a des semaines de cours qui peuvent différer selon les groupes de travaux dirigés. Mais lorsque j'ai des trous dans l'emploi du temps, je me rends à la bibliothèque pour travailler les cours, essayer de les réécouter, ou même de les apprendre directement si je peux. Il y a également les TD que je devais travailler en avance, des devoirs au lycée. Alors, comment je travaillais, la technique, elle n'avait pas changé par rapport à la base, c'est-à-dire que je prends les notes des cours sur l'ordinateur et je les relis en rajoutant des images du diapo et en réécrivant les mots-clés des phrases du cours sur la tablette qu'on met en place. Et quand la feuille était trop pleine, je ne la faisais pas glisser pour avoir le cours en entier. Je gardais juste l'interface de la tablette, j'écrivais et j'effacais. Et je refaisais ça pendant tout le cours. Et à chaque fois que je révisais le cours, que je relisais, je réécrivais, je réeffaçais. Et du coup, je pouvais refaire des schémas, etc. Ça me permettait à chaque fois de réapprendre plusieurs fois. Donc, je fonctionnais en boucle de cours. Et le week-end, je travaillais de la même façon. Alors, le premier semestre, comme c'est que la majeure qui est prise en compte, vous redécouvrez la vie d'étudiant, un truc qui s'appelle le soleil. Vous découvrez le fait de pouvoir un petit peu plus se reposer, par exemple le samedi, pour se concentrer sur les travaux dirigés, pour relire les cours un peu plus compliqués. Et le dimanche, reprendre toute matière depuis le début de l'année. Ça me permettait d'être au jus sur des matières avec des cours assez importants, comme par exemple l'interaction dynamique cellulaire. Je crois que cette année, elle s'appelle biologie cellulaire. Mais pour des matières avec des coefficients importants et des cours importants, c'est quand même important de revoir régulièrement parce que des fois, les profs ils vont vous interroger sur des notions. Ils vont se dire quels adultes j'ai devant moi. En fait, non, on a 6 matières à côté. Après, pour les parents, je vais envoyer le matin, je vais envoyer le soir, normalement, parce que je reste au maximum à la bibliothèque. Parce que justement, voir les étudiants autour de soi travailler ou même travailler avec ses amis, c'est intéressant, ils ont la même mentalité, la même motivation que soi.
parce qu'on est certes en compétition contre les autres en masse, mais on est aussi unis pour réussir ensemble. J'ai été également déléguée cette année, donc c'est quelque chose que j'ai pu voir, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de groupes d'amis qui se soutenaient mutuellement et qui essayaient de se pousser au maximum vers le haut. Et lorsqu'il y avait des problèmes, on les réglait avec les professeurs, mais c'est important en là de se faire des groupes d'amis, et c'est quelque chose que je recommande. Voilà. Merci. Alors, comment travaillais-tu? Alors, comment je travaillais? Moi, je ne suis pas forcément un bon exemple à suivre. Quand j'étais en passe, je travaillais très mal. Je vous avais dit que j'ai eu un mauvais classement. Donc, j'ai su que pour la LAS, ce n'était absolument pas la méthode à faire. Donc, j'ai tout changé. J'ai essayé de refaire une méthode que j'avais jamais essayée, c'est de réécrire les cours au mot pour mot, à la lettre. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai eu le temps de voir uniquement 2 fois les cours, mais c'était ma méthode, donc j'en avais besoin. Où est-ce que je travaillais? Donc j'avais une écurie privée et en fait c'est un petit peu ça aussi qui m'a tenu parce que j'allais souvent, enfin, ce qui me tenait et c'est là où mon moral allait, c'est que quand je revenais des cours d'ex et que j'étais tout seul, je revenais donc à mon écurie et je voyais plein de gens qui étaient exactement en train de faire pareil que moi et enfin, on savait qu'on était tous en fait, excusez-moi du terme, dans la même merde. Et je sais que je voyais mes tutrices, donc il y a Maïsal, on la voyait, enfin, je la voyais tous les jours quasiment. C'était vraiment, j'avais ce besoin de revenir des cours et de me plaindre de tout ce que je voyais. Je passais 1 heure avec un café à dire tout ce qui me saoulait au niveau des cours, mais dès que je finissais mes postes, dès que je pouvais reprendre, j'étais hyper productif. Pendant une courte période, mais j'étais très productif. Et en fait, c'est comme ça donc moi que je travaillais. Je travaillais, donc ça, je vous ai répondu. À quelle fréquence je voyais mes parents? Je voyais donc, mon papa en LAS, pas forcément les matins, parce qu'il partait soit avant moi, soit c'était surtout moi qui partais après lui. Je le voyais le soir aussi quand je rentrais. Bon, mes horaires, j'avais jamais d'horaire fixe parce qu'en fait, je m'écoutais. Si j'avais envie de travailler, je travaillais. Si je voulais pas travailler, je ne travaillais pas. C'est pour ça que je ne suis pas forcément un bon exemple. Et je sais qu'à peu près, mes journées commençaient entre 9h, 10h, 11h. Et elles finissaient vers 20h, 21h, 22h si j'étais très chaud. Et quand je rentrais chez moi, je ne travaillais pas. Juste, je voyais mon papa, on regardait un match de foot ou un truc comme ça. Et c'est ce qui me permettait de me changer les idées. Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure pendant la présentation, moi je travaillais tout le temps dans ma prépa du coup, et donc vraiment toute la journée. Et chez moi, je bossais quasiment pas quand je rentrais, ou vraiment je faisais des petits QCM, des petits entraînements où je relisais des cours que j'avais pas eu le temps de lire dans la journée, mais c'était pas, enfin, c'était vraiment le plus important à la prépa, parce que c'était, oui, c'était un cadre et tout ça, mais bref, c'est pas le sujet le plus important. Et du coup, comment je travaillais, j'ai trouvé ma méthode, on va dire, au bout de bien 3 semaines, un mois. C'est ça aussi, je préfère encore le répéter. Si vous ne trouvez pas tout de suite votre méthode de travail, c'est normal. Vraiment, la moyenne, c'est 1 mois, 1 mois et demi pour trouver sa méthode. Et des fois, c'est plus court, des fois, c'est après. Et voilà, donc j'avais trouvé ma méthode. Je faisais la méthode des J. Si jamais vous en avez déjà entendu parler, je pense que oui, c'est une méthode où en fait, on va avoir beaucoup de cours par jour. Parce que je supportais pas rester longtemps sur un cours, vraiment. À la fin, j'avais l'impression de devenir folle, j'avais juste envie de déchirer mon cours, donc pas fou. Et voilà, donc en fait, donc les J, j'allais jusqu'à J14 au premier semestre. Donc ça me faisait du coup J0, J1, J3. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, mais au cours de l'année, si vous faites ça ou si vous avez des amis qui le font, vous comprendrez comment ça fonctionne tout ça. Et du coup, par contre, au deuxième quad, vu qu'il est plus intense dans le sens où il y a plus de matière, où c'est beaucoup plus de la compréhension du par cœur, là, je faisais que des J7 parce que j'avais pas le temps. Et puis au deuxième quad, je m'écoutais aussi beaucoup plus. Vraiment, c'était un peu pareil, vraiment, le soir, quand j'en pouvais plus, je m'arrêtais à 19h au lieu de 21h, et puis c'était très bien comme ça. Et même si des fois je devais faire 1 heure et demie de pause l'après-midi, je faisais 1 heure et demie au lieu de 20 minutes ou une demi-heure. Donc voilà, le plus important aussi, c'est quand même en partie de vous écouter. Et voilà, donc c'était comme ça que je travaillais. Et voilà, du coup, comme je disais tout à l'heure, je voyais mes parents du coup seulement le soir. Et puis c'est tout. Voilà. Question suivante. Oui, alors comment vous gérez vos heures de sommeil?
Et comment vous êtes-vous organisé pendant la période de révision? Alors, mes heures de sommeil, comme je vous l'ai dit, moi je dormais beaucoup. J'en avais besoin. Je faisais le soir, je m'endormais pour 23h, minuit à peu près, je pense. Et je me réveillais vers 9h, 10h, 10h30 des fois. Vraiment, je n'arrivais juste pas à entendre mon réveil. Donc, je ne me levais pas du tout. J'essayais, enfin, les heures de sommeil, en fait, c'était pas moi qui les gérais, c'était elle qui me gérait. Enfin, je ne savais pas du tout, j'arrivais pas, enfin, j'essayais de trouver des stratagèmes pour me lever. Je mettais mon réveil à l'autre bout de la pièce, comme ça, je pouvais me lever et ça me permettait d'aller chercher mon café, etc. Ça marchait pas. Donc, vraiment, enfin, les heures de sommeil, c'est vraiment, je ne sais pas trop de conseils, moi, à vous donner, parce que je ne suis pas du tout un bon exemple. Et comment je me suis organisé pendant la période des révisions, c'est ça? Oui, ok. Alors, pendant la période des révisions, je sais que c'était le moment où je pouvais changer mon année. En passe, ça n'avait pas été le cas, mais je savais que c'était là où je pouvais tout reprendre, tout ce que je n'avais pas compris. Et en fait, c'est là où, quand on relit, on se rend compte qu'on a oublié certaines choses, mais il y a certaines choses qui vont revenir aussi, et on va aller plus dans les détails. Et je sais qu'en LAS, moi, c'est les révisions qui ont été vraiment déterminantes de mon année. C'était le moment où j'avais plus l'opportunité d'aller à Aix, c'était une bonne nouvelle. Donc, je ne montais plus, vraiment, j'étais tout le temps à mon bureau, je ne bougeais pas. Et je sais que il fallait juste que je réécrive, quoi. Et c'était toujours pareil. Donc, même en révision, et enfin, que ce soit en révision ou même pendant l'année, c'était exactement la même méthode, juste avec un petit peu plus de rapidité peut-être pendant les révisions, mais pas tant que ça. Voilà. Du coup, oui, donc avec les conseils de mon prof de SVT de terminale, vraiment, il nous disait tous les jours, parce qu'on était plusieurs à faire médecine en terminale, il nous disait par contre, vous dormez un maximum, vous respectez votre temps de sommeil. Du coup, ça s'était ancré en moi. Et du coup, je m'étais dit, le sommeil c'est le plus important, genre, faut pas que je commence à me coucher à 1h du mat et à me réveiller à 5h si j'ai pas le temps de terminer mes cours. Et donc en moyenne, on va dire que je me couchais entre 22h et 23h et je me réveillais on va dire à 6h, donc ça me faisait à peu près 7-8 heures de sommeil par nuit. Et vraiment, il me fallait minimum ça et pas moins parce que le lendemain, je le sentais. Déjà, j'avais des cernes de panda littéralement et c'était une horreur. Et puis même le lendemain, après, je mettais beaucoup plus de temps sur mes cours et ça me stressait plus qu'autre chose. Donc, vraiment, le sommeil, écoutez-vous, ça peut être 9-10 heures, comme ça peut être 7-8 heures. Vraiment, le sommeil, c'est le plus important. Le sommeil et la nourriture, vraiment, mettez un point d'honneur dessus. Et du coup, pendant les révisions, du coup, au premier quad, j'avais tout fait pareil dans ma prépa. Et comment je m'étais organisée, c'était un peu comme pendant le reste de l'année. En fait, je travaillais beaucoup de cours par jour. Parce que, du coup, on avait fait un planning avec mes tuteurs. On avait mis un certain nombre d'heures et un certain nombre de fois où je revoyais les cours pendant les 3 semaines au premier quad. Et, euh, et voilà, et du coup, je pouvais voir mes cours plusieurs fois pendant les 3 semaines. Et du coup, comment dire, je faisais un peu tout. Enfin, des fois, je relisais le cours, des fois, je le réécrivais, des fois, je faisais que des QCM parce que c'était les premiers cours de l'année. Du coup, on avait relu à peu près une dizaine de fois avant les révisions. Et par contre, au deuxième semestre, vu que enfin, pour médecine en tout cas, les révisions sont beaucoup plus longues. Elles font 6 semaines. Donc, c'est vraiment un marathon. Il faut tenir sur la longueur, la longueur, la longueur. Et j'en pouvais plus de ma prépa ni rien. Et du coup, ah bon, non, pardon, excusez-moi, pardon. Et non, et du coup, j'étais partie un peu en retraite spirituelle dans ma maison de vacances pendant 2 semaines. Et comme ça, au moins, j'étais toute seule. J'avais vraiment le bruit des oiseaux et c'était assez reposant. Et voilà, et après, du coup, j'étais retournée pendant la prépa, mais pareil, je faisais tout le temps la même chose. Et voilà, et c'est pareil pendant les révisions. Je faisais beaucoup plus de sport parce que j'avais arrêté pendant l'année. Et, et pendant les révisions, du coup, je me laissais un peu plus de temps le matin pour faire un peu de sport parce qu'au moins, je me vidais la tête avant de m'énerver sur mes cours et sur mes QCM le reste de la journée. Et puis voilà, c'était à peu près comme ça. Alors, pour mon sommeil, c'était particulier parce qu'il me fallait entre 7h et 8h, pas plus et pas moins. Parce que personnellement, si je commence à beaucoup
beaucoup dormir, je deviens très fatiguée. Donc, je me couchais vers 22h, 23h et je me réveillais vers 6h, 7h quand je n'avais pas les cours à la fac. Pour la période des révisions, j'avais une organisation différente pour la majeure sciences de la vie et pour la mineure santé. C'est-à-dire que pour la majeure, je faisais des boucles de cours, mais c'était en fonction des cours. Les cours très compliqués, j'y mettais le matin, très complexe, très riche. Et l'après-midi, je refaisais les TD et je relisais les cours un peu plus simples. J'essayais de me forcer à faire toute une matière dans la journée, parce que c'est ce que je faisais en maths. Mais pour la majeure, comme ce sont des cours, même s'ils sont courts, CEVTS, ça reste quand même des notions qu'ensuite, dans la journée qui se répètent, donc ça devient un petit peu fatigant. Et donc, des fois, pour se distraire, on peut faire telle notion le matin, telle notion l'après-midi. Alors que pour la mineure santé, j'ai refait ce système de boucle, mais par matière, rien que par matière. C'est-à-dire que le lundi, j'avais l'aspect 11, donc le petit bassin. Et par exemple, le mardi, je faisais toute la formation des dents, le mercredi, les médicaments. Et j'avais calculé l'emploi du temps en partant du G-1 en cours. C'est-à-dire que je m'étais dit, le cours compliqué de 50 pages, je vais le faire la veille. Parce que je me suis dit, pour les QCM, avec ma méthode, ça marchera mieux. Juste avec le concours, j'aurai des éléments frais. Et quitte à mettre des éléments où je suis plus à l'aise, une semaine avant, pour avoir quand même la mémoire sur le long terme. Et voilà. Comment avez-vous géré votre quotidien, ménage, courses, repas, et comment vos parents ont-ils pu vous aider? C'est une question pour les deux. Oui. Du coup, on a un peu déjà répondu à la question. Donc voilà, du coup, rien fait. Voilà, j'ai absolument rien fait. Hein, voilà, donc c'est mes parents qui géraient tout. Et du coup, comment ils ont pu m'aider, c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était me laisser ma bulle, mais montrer qu'ils étaient là. Et pas grand-chose à rajouter là-dessus. Je pense qu'on a déjà tout dit tout à l'heure. Oui, on continue à résumer en disant que tes parents sont au service de leurs enfants pendant cette année-là. C'est tout. Voilà. J'ai juste un mot. Ça a été dit déjà à plusieurs reprises sur l'importance de l'équilibre alimentaire. Je pense que nous, on est les mauvais élèves. On ne sait pas vraiment poser cette question-là. Ça reboucle avec ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire que il faut être un soutien. Ces années-là, elles sont extrêmement compliquées. Le volume de travail, le stress que ça engendre, c'est déjà bien suffisant, c'est déjà suffisamment difficile à gérer. Alors c'est sûr que manger des lasagnes comme Garfield tous les jours, c'est pas une bonne idée. Mais peut-être que s'il pose, en tout cas lui, j'ai eu la sensation, pour son équilibre, manger une pizza un soir, même si on en a mangé une la veille, c'était pas dramatique en fait. Et donc on n'a pas tenu compte vraiment de cette question-là. On a juste fait au feeling pour que ce soit, pour que tout ce qui était périphérique au travail soit facile à gérer, confortable, sans contrainte supplémentaire. Je ne dis pas que ça marchera avec tout le monde, ça a marché avec lui. Et du coup, rapidement, je reviens sur ce qu'on pas dit. On mangeait mal. Je sais que moi, j'en avais besoin. Oui, non, déjà, j'avais besoin de manger. En fait, c'était le moment où moi, c'était mon moment à moi, en fait, de manger. Donc, que ce soit des bons repas, des mauvais repas ou n'importe quoi, tant qu'il y avait un truc à mettre sous la table, je le mangeais. Non, mais pardon, mais c'est vrai, quand j'étais en train de bosser, j'avais sur mon bureau mon paquet de biscuits qui était ouvert. Quand j'ai rentré chez moi, je mangeais. Et en fait, ça s'est un peu vu sur mon poids. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on se dit, oh, c'est fou, c'est 2 ans au pire. En passe, on se disait que c'était qu'un an, là, on se dit c'est 2 ans. Mais quand on s'est dit, c'est 2 ans, au pire des cas, je prends quoi, c'est pas grave, je pourrais après, pour avoir une année, absolument rien à faire. Et je sais que justement, les moments qu'on a partagés autour d'une pizza, quand je vous ai dit un match de foot, ça me faisait du bien.
c'était ce qui me boostait. Alors, pour être honnête, je n'ai rien fait de la maison. Essayer au maximum de te faire plaisir, voilà, de lui faire plaisir, de lui faire ce qu'elle aime, du petit déjeuner au déjeuner, au goûter, au repas. Essayer de l'aider, d'être là et de la réconforter et d'essayer voilà, de lui faire plaisir et d'essayer de trouver des choses gourmandes et équilibrées à la fois et d'apprécier aussi les petites soirées pizza qui sont indispensables parce que ça permet aussi, par exemple, un vendredi soir ou samedi soir, de finir un peu la semaine, de faire un peu de coupure et de se détendre et d'essayer d'être là. Après, je rajoute un petit truc pour les repas du midi, parce que des fois, je vais pas demander à ma maman tous les matins à 6h, je vais pas me faire le repas du midi. Donc, du coup, je me suis dit, on va prendre le repas du Crous, 3,30 € le plat. Je vous recommande aussi, c'est de la bonne qualité, contrairement à ce que je me suis dit au départ. Je me suis dit, c'est comme Sodexo ou autre. Finalement, c'est de la bonne qualité. Et je me suis dit une petite restriction pour le midi, parce qu'il y a un nombre important de baguettes frites, des panini, des pasta box. Ça donne envie, des féculents, franchement. Je me filme des cookies, franchement, on les regarde, on se dit purée, à cause de 4 heures, on a envie d'en prendre 2 ou 3. Donc le midi, je me prenais le plat du jour, j'essaie de prendre un plat équilibré. Et je me suis restreint un panini par semaine et une barquette de frites par semaine, quitte à la partager avec des camarades, parce que les frites, vous laissez avec une barquette, elle est vide au bout de 10 minutes. Et après, il faut aussi se faire plaisir, c'est-à-dire qu'à 4 heures, vous sentez que vous avez une baisse de forme, vous pouvez prendre un petit café et un petit gâteau pour vous récompenser des durs cours. Surtout la pharmacotechnie, les laisse deux, vous comprendrez d'ici peu. 56 pages de cours, désolé. Et le café, alors moi personnellement, ça dépend de chacun, mais 2 ou 3 cafés de suite, ça me les a au cœur. Donc ça aussi, il faut s'écouter. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas de prendre le café parce que vous êtes trop bien, prenez vos que je mange, j'en prends le plus. Parce qu'il faut avoir mal au cœur, le cœur qui bat vite, et ne plus bouger parce qu'il y a trop de caféine dans le sang, c'est pas une très très bonne idée. J'ai des amis qui ont fait l'expérience et je ne recommande pas forcément. Après, je privilégie le café à la place du thé, parce que je sais que le thé peut bloquer l'absorption du fer. Donc, le café, vous partez sur un boost. Donc, j'en prenais un le matin, un le midi, et j'en prenais pas l'après-midi, parce que sinon, je ne dors pas. Quitte à l'après-midi, prendre un petit thé. Alors, petite question concernant le moral. Qu'est-ce qui a été le plus important pour garder le moral? Comment avez-vous géré à deux les baisses de morale et quels sont vos conseils pour y faire face? Alors vraiment le plus important pour moi c'était mon groupe de potes. Vraiment, parce que du coup je venais de Marseille donc j'avais toujours du coup, mes amis du lycée et mes meilleurs amis et tout. Et à la prépa du coup je me suis fait aussi En fait on était tous ensemble donc on s'est fait un bon groupe d'amis. Et vraiment c'était ça le plus important. Vraiment c'est de rester entouré et de pas s'isoler quand c'est compliqué ou quoi. C'est vraiment d'aller le dire aux autres, de dire bah, là aujourd'hui j'arrive pas à bosser, je sais pas quoi faire et tout. Et à plusieurs on trouvait les solutions, tout ça. Et puis même c'était, ça faisait plaisir, vraiment pendant les pauses à midi ou quoi, on se retrouvait tous dans la cour et on mangeait. Ça faisait un peu ambiance, oui, ça faisait ambiance lycée. On n'avait pas l'impression d'être en première année de médecine, où vraiment pendant 1 heure on parlait de tout sauf de cours. Et le premier qui parlait de cours, vraiment, on le frappait. Et non, et en fait vraiment juste on rigolait tout ça. Et puis c'était pareil l'après-midi. Et oui, du coup, et aussi faire des pauses, vraiment la pause de la semaine. Moi, je la faisais le samedi soir. Et vraiment, j'ai fait aucune pause toute seule à dormir dans mon lit
parce que j'étais fatiguée. Enfin, même si j'étais fatiguée, je voulais voir mes amis sortir, ne pas être chez moi, ne pas être à la prépa ou ne pas être du côté de la fac ou quoi. Vraiment, on sortait souvent des restos, on allait chez des gens et tout. Et je pense vraiment que c'était ça le plus important pour garder le moral. Après, bon, je vous dis pas de faire des énormes soirées et de vous coucher à 4 heures du mat, mais bon, après, pourquoi pas, hein, faites ce que vous voulez. Mais vraiment, au moins, c'est de vous vider la tête vraiment au moins une fois par semaine et de profiter parce que c'est vraiment long, enfin, ça passe très vite et en même temps, vous donnez de vous-même pendant un an et faut vous accorder un petit peu de répit pendant une soirée, pendant 4-5 heures, franchement, ça fait du bien. Alors, je vais redire un peu ce qui a été dit, mais moi, ce qui m'a un peu. Il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont fait garder le moral. Au début, évidemment, c'est les potes. On a un groupe de potes qui se crée dès le début, et moi, l'avantage, c'est qu'en fait, ceux avec qui je me suis fait pote dès le début de la passe, ils ont raté, comme moi. Et au moins, on a raté la passe ensemble, et quand on s'est dit, on rate tous ensemble. Et on a fait la LAS après, et en LAS, on a tous réussi pour le coup. Donc en fait, je pense que de pouvoir voir que quand on arrive, il y en a qui sont en train de bosser, on passe notre vie ensemble, vraiment. Pour le coup, j'ai plus vu mes collègues, moi, que ma famille. Et on a créé des liens de fou furieux. Comparé à vos potes du lycée, ça n'aura rien à voir, vraiment, parce que c'est plus des amis d'enfance, en quelque sorte. Là, c'est vraiment des amis étudiants. En fait, on a un âge différent, on parle d'autres sujets. Pardon ? Les galériens. Oui, les galériens. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a tenu, je sais. Après, je sais qu'au niveau de mon moral, j'avais besoin aussi de sortir un peu. Donc, mes sorties, c'était avec ma famille. C'était quand on faisait un repas chez mon grand-père, quand on se retrouvait, qu'on parlait, etc. C'était à peu près une fois par semaine pendant la passe Calas. Et je sais que ça me faisait du bien parce que en fait, se retrouver tous ensemble et un petit peu faire le bilan de comment on a avancé durant toute la semaine, ça nous permet aussi d'avoir, moi, ça me permettait de voir l'avancée que j'avais et de me dire, c'est bon, soit j'ai terminé telle matière, tel cours, etc. Et je voyais une vraie évolution de moi-même, en fait, et c'est ce qui m'a un peu tenu. Et honnêtement, mes conseils pour vous cette année vis-à-vis des baisses de morale, c'est vraiment je vous l'avais déjà dit, mais c'est vraiment de savoir vous écouter. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, faites-le. Si vous avez besoin de sortir et que pendant une heure, vous êtes en train de vous dire devant votre cours, j'ai besoin de sortir, sortez, réfléchissez pas. Si vous êtes avec vos collègues et que vous avez besoin de sortir, sortez. Si vous avez besoin de faire une soirée, faites une soirée. Et c'est pas ça qui fera une grosse différence. Et si ça vous permet de plus tard mieux travailler, n'hésitez pas, faites-le. Enfin, vraiment, moi, c'est ce qui m'a tenu. Je sais qu'il y a eu pendant la passe un long moment où j'ai pas voulu du tout sortir. Je me suis dit, on est en première année de médecine et en fait, avec toutes les rumeurs, tout ce qu'on dit sur la première année, on se dit, on va rester assis sur une chaise, on ne bouge pas pendant 6 mois. C'est pas le cas. Je sais que moi, j'avais cette vision et je me suis interdit de sortir et ça n'a pas marché. Mais en LAS 2, on s'est beaucoup plus autorisé avec les potes de sortir boire un verre. Si on avait envie d'aller boire une bière, on allait boire une bière. Voilà. On n'embêtait personne et quand on revenait, on était productif et on revenait même à 22h, 23h des fois et on surenchérissait direct pendant 2 heures de cours tous ensemble. C'est ce qui nous a tenus. Alors, la gestion du moral en LAS 2, elle a été intéressante et complexe à la fois parce que la LAS 2, c'est la dernière chance. Donc, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé en passe? Comment j'ai raté ma passe? Parce que c'est pas vraiment raté, mais on se dit, qu'est-ce qu'on a fait contre le destin? Et je me suis dit, c'est une autre porte. Peut-être que la recherche est plus faite pour toi que la médecine, et je m'y suis lancée. D'ailleurs, au départ, je voulais faire que la L2, mais pas l'accès santé. Maintenant, regardez où je suis. Enfin, il faut se dire que chaque chose qui arrive, on peut la surmonter et on fait avec le sourire parce que la Terre continue de tourner malgré tout. Donc déjà, c'est un chapitre important, on se prend de contre coup la passe. Aussi avec le soutien de la famille, bien évidemment. Après, en LAS 2, comme c'est la dernière chance, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, on regarde aussi un peu les amis qu'on se fait. Après, l'avantage, c'est qu'on a le temps de sortir, on a le temps de discuter avec ses amis, on a le temps on a envie de prendre 2 heures de pause, de dire 14 heures parce qu'on n'est pas court, on les prend, on dort au soleil, on dort doré pour bronzer. Parce que vous voulez dormir aussi, vous pouvez, même dans la baby, des petits lits pour se reposer.
Le premier semestre, c'était plutôt bien passé, parce qu'on était tous motivés, on était en forme. Après, c'est le second semestre qui est un peu plus complexe, parce qu'on a les résultats du premier semestre. Après, notre année, comme c'était la première année avec un nombre important de personnes dans la promotion, on entendait les rumeurs dans telle filière, combien ils avaient, et dans telle filière, combien ils avaient. Et on était tous bombardés d'informations, et on s'est dit, mais bon sang, c'est notre dernière chance, qu'est-ce qui se passe? On a beau dans notre petit campus, enfin, il est petit, mais on se dit, le campus, il y a 40 personnes en LAS 2, 80 personnes pendant la promotion, en LAS. Qu'est-ce que c'est par rapport aux 800 personnes qu'il y avait au début de l'année? Donc, c'est des doutes, c'est des remises en question, même dans la majeure, parce qu'on avait les travaux en groupe, ça a été compliqué, parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas du tout travailler, parce qu'ils avaient, ils se disaient, j'ai eu 10 au premier semestre à la majeure, je ne voulais pas travailler la majeure au deuxième semestre, alors qu'il faut quand même faire en sorte de la valider, et aussi respecter vos camarades et travailler avec eux. Parce que faire la mineure santé pendant que tout le monde fait l'effort de participer aux travaux de groupe, c'est pas correct. Donc il a fallu gérer beaucoup de choses. Donc j'ai pu également parler à ma mère, trouver des solutions, comment échanger. Et il y a eu également un petit craquage dans ce que j'ai su que j'avais pris à l'oral, parce que je me suis dit, bon sang, je repars devant le mur où on m'a laissé. Et je me suis dit, je ne veux pas que ça fasse pareil que l'an dernier. Et donc, contrairement à ce que j'avais fait en classe, j'ai regardé ma maman et je lui ai dit, maman, s'il te plaît, aide-moi. Demandez les de vos parents à l'oral, parce qu'en face, j'ai eu un coup de fierté, je ne l'ai pas fait. Alors là, ça, je l'ai fait. Et l'avantage, c'est que comme elle vient du droit, avec l'importance de l'éthique et des décrets, parce qu'il y en a eu des numéros de décrets dans le texte. Elle m'a dit, mais, j'ai dit oui. Je suis tombée sur le seul texte, mais il n'y a pas de décret. C'est pas mal pour la culture générale. Donc, pour faire face aux baisses de morale et aux doutes, toujours le sourire, toujours en parler aux collègues, aux parents, aux amis. Je parlais plus à mes collègues en classe qu'à ma meilleure amie. Mais j'en parlais également à mes parents. J'avais mon père en vidéo aussi, donc je lui racontais, je lui disais, tu sais ce qui s'est passé, nanana, et puis oh, il y a tel cours, qu'est-ce que ça me va, ou oh, il y a tel cours, c'est trop bien. Donc, ça permet aussi d'avoir quelques éclats de rire qui peuvent vous éliminer vos petits orages. Et voilà, pour ne faire pas en parler, essayer de relativiser, de se concentrer sur ses cours et de se dire quoi qu'il arrive. C'est vraiment quoi qu'il arrive. J'ai eu beaucoup de doutes, je me suis intéressée à d'autres filières de santé. Je me suis dit, franchement, peut-être que c'est une année géniale, c'était la meilleure année de ma vie, la LAS2. Et je me suis dit, peut-être que je vais faire d'autres filières de santé. Je me suis intéressée à la pharmacie, je voulais être pharmacienne hospitalière aussi, et je me suis intéressée à plein d'autres choses. Et quoi qu'il arrive, je me suis dit qu'il fallait rien lâcher. Parce qu'on est motivé, on est là, on y est. Vous êtes rentré déjà dans l'année, vous avez été mis sur Parcoursup, vous avez été mis sur e-candidat, vous l'avez fait, vous avez fait le plus dur. Maintenant, il faut tenir, il faut aller jusqu'au bout pour ne rien regretter après. Et c'est ce qui s'est passé. Juste, je vais revenir par rapport à tout ce qui concerne les pauses. Il faut savoir que quand on rentre en passe, quand on rentre en passe, souvent on se dit que ça va être du 8h, 23h non-stop. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant ma passe et ça n'a pas marché. Et du coup, pendant ma LAS, je me suis dit, OK, maintenant, dès que tu vois que ton cerveau, que tu retiens plus, que tu n'y arrives plus, tu prends une pause. Et forcément, en LAS, on peut plus se le permettre qu'en passe. Mais du coup, c'est ce que j'ai fait moi en LAS et ça a marché plutôt bien. Du coup, juste pour les passes, sachez que prendre vos 15 minutes de pause l'après-midi, même plus si vous n'y arrivez pas, ça reste quand même super important parce que si vous apprenez votre cours et que votre cerveau est surchargé, mieux vaut perdre du temps, entre guillemets, de travail et se reposer et reprendre ses esprits et réattaquer en étant efficace plutôt que de se dire, bon, je dois prendre 15 minutes pile poil et je réattaque alors que je ne me suis pas du tout reposée. Et en LAS, pour les LAS, c'est plus simple de se prendre des pauses. Moi, déjà, le midi, je me prenais 1h30, 2h, alors qu'en passe, je me prenais 1 heure, parfois moins, et je m'interdisais de dépasser 1 heure. Et aussi, oui, pour les passes, si vous voulez vous prendre, par exemple, le samedi soir, moi, je m'arrêtais à 19h le samedi soir.
Des fois, j'avais beaucoup de mal à m'arrêter à 19h, mais pour moi, je pense que c'est primordial d'avoir un jour dans la semaine où on se garde nos soirées pour rester avec notre famille ou même pour sortir avec nos amis. En LAS, je me prenais une après-midi entière par semaine. Donc voilà, mes petits conseils personnels. On va continuer. Ressentiez-vous une pression supplémentaire de la part de vos parents? Et si c'était le cas, comment avez-vous fait pour y remédier? Et ensuite, question pour les parents, y a-t-il des choses que vous regrettez d'avoir fait ou de ne pas avoir fait? Alors du coup, par rapport à cette question, oui, la première par rapport à la pression, il y en avait toujours un peu une, mais enfin c'est ce que je ressentais en tout cas. Après, c'est sûrement inconsciemment, parce qu'on se dit, en plus je vivais encore chez mes parents, donc se dire ils me voient rentrer tous les jours, ils doivent savoir, enfin ils ont envie de savoir comment ça se passe, tout ça, au niveau des écuries, mes résultats et tout. Donc déjà que je me mettais une pression phénoménale de base. Je pense que, en tout cas, je le ressentais comme s'il y en avait une aussi. Après, on dira si ils pensaient en mettre ou pas. Mais, euh, mais du coup, comment je faisais pour y remédier? J'essayais de pas trop y penser. Enfin, c'est un peu bizarre, mais je me disais, de toute façon, la première année, ils la vivent à leur façon, mais dans l'absolu, c'est mon année à moi. Enfin, c'est, je sais pas comment dire, mais je me disais, de toute façon, c'est mon année, il faut que je pense à moi avant de penser aux autres. C'est ça paraît un peu égoïste comme manière de penser, mais c'est comme ça que je m'étais dit que je devais penser pour y arriver. Et voilà, je vais essayer. Alors oui, effectivement, en début d'année, je pense lui avoir donné l'impression de mettre de la pression en essayant à savoir comment elle était classée, quels étaient ses résultats, ses notes par rapport aux autres, etc. Et comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai dû faire une fois ou deux et puis j'ai arrêté. Quoi. Voilà. Parce que j'ai bien compris tout de suite que ça l'a gêné, ça l'a dérangé, c'était contre-productif, ça n'avait aucun intérêt. Donc je l'ai laissé tranquille avec tout ça. Je disais, voilà, je lui faisais confiance, je l'avais travailler. Et effectivement, c'est elle qui travaille, c'est pas, je ne peux pas l'aider à ce niveau-là. Et c'est pas du laxisme ou du désintérêt ou de d'échappatoire, c'est pas ça du tout. Ils ont suffisamment de pression, effectivement, elles sont actives suffisamment, donc c'était pas la peine d'exagérer derrière. Et je vous dis surtout qu'il ne fallait pas être contre-productif, c'était ça mon leitmotiv en fait. Voilà ce que je veux dire. Alors, est-ce que je ressentais une pression supplémentaire de la part de mes parents? Absolument pas. En fait, si, un peu. J'ai eu, il y a eu un moment, et j'ai eu une anecdote en fait. C'était pendant Covid, pendant le confinement. Mon père était en train de me parler de tout ce qui était virologie, etc. Et c'était le moment où j'étais en première et que j'étais parti déjà vers mon cursus éco-littéraire. J'avais dit, oh, bah, la virologie, ça m'intéresse. Il m'a dit, oui, enfin, dans tous les cas, avec ton parcours, c'est mort. Et je sais que c'était quelque chose où j'en avais reparlé, il ne s'en souvenait plus au tout début. Et je sais que moi, ça m'avait motivé quand je me suis dit que j'allais faire médecine. Ça m'avait motivé parce que je me suis dit, bon, ben, je vais le faire mentir. Et en fait, il y avait un petit peu tous les profs qui me disaient que bah, j'allais pas y arriver, j'étais pas un bon bosseur, que déjà de base, il y avait beaucoup de personnes qui me disaient que bah, je n'avais pas forcément le niveau dans le scientifique et que j'allais pas y arriver. Donc déjà, au niveau de cette pression, bah, c'était un petit peu une pression positive. Et je sais que la plus grande pression que j'ai eue, surtout en LAS2, c'est que j'avais envie de rendre fier. Et avant tout, je voulais déjà être fier de moi et je l'ai été en passe. Et quand j'ai réussi à faire la première année, la terminer, que je me suis dit, bon, bah, c'est bon, j'ai réussi mes rattrapages, je vais en LAS2, je suis content, j'ai réussi. J'étais fier de moi, mais après, je savais qu'en LAS2, il fallait que je rende fier un petit peu les gens qui étaient autour aussi. Et bon, c'était ce qui me tenait parce que j'avais ce sentiment de me dire. Bah, j'ai envie d'un jour ouvrir mes résultats, voir que je suis admis et voir que c'est bon, bah, les gars, je suis en médecine et c'est fini. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, quand on a ouvert, bah, c'est sûrement un des plus beaux souvenirs qu'on avait ensemble. Et je sais que bah, c'est ce qui m'a tenu. Je sais que lui, à chaque fois régulièrement, il me répétait oh, bah, je sais que tu vas y arriver. Moi, j'en étais pas sûr. Parce que depuis le début, j'étais persuadé qu'avec ma licence géographie que je découvrais et tout, bah, j'avais absolument pas le niveau pour.
Mais quand il me disait, quand je suis allé à l'oral et que je commençais vraiment à stresser, parce que là, je me suis dit, c'est la dernière ligne droite, c'est bon, donne tout. Lui me disait, oh, bah, tu vas y arriver. Bah, ça rajoutait une pression. C'est pas forcément une pression négative, mais bon, j'avais quand même envie de me dire, bah, à tout moment, je le fais mentir, là, cette fois-ci, mais pas pour la bonne raison. Donc, ouais, bah, c'était une pression qui était vraiment positive. Je n'y ai pas remédié, au contraire, je faisais exprès de la laisser venir parce que c'était ce qui me tenait. Parce que je sais que quand j'arrivais du coup à mon bureau en train de bosser, un des premiers trucs que je me disais, c'était bon, bah, les gars, je suis en train de bosser parce qu'il y a tout le monde qui a dit que je n'allais pas y arriver et moi j'ai envie d'y arriver. Et voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai géré la pression. Oui, en gros, on en apprend tous les jours. On n'avait pas du tout la sensation de vraiment de pression en disant qu'il va y arriver. Mais je peux comprendre ce que tu as pu ressentir à ce moment-là, c'est assez récent, donc c'est des choses que j'ai vécues. Quelques semaines. Oui, il y a 3 mois. Alors, concernant les discussions pendant le confinement, en disant que ton parcours de harcèlement, moi je suis de formation scientifique. Donc, c'est vrai que, comme certainement pas mal de parents parmi vous, on a tendance à se dire, en plus, quand on est tombé dedans en étant petit, que faire des sciences jusqu'au bac, c'est ce qui garde les portes ouvertes. Et qui permet de repousser le moment du choix et comme on se dit que les gamins à cet âge-là, ils ne sont pas forcément déjà certains de ce qu'ils veulent faire, donc le fait de garder les portes ouvertes, c'est une bonne idée. Donc c'est vrai que j'ai eu tendance à les inciter tous les deux, Julie peut en témoigner, à les inciter à faire des sciences peut-être pré-bac, on va dire. Et par contre, ce qui est les grandes discussions qu'on a eues tous les deux ont quand même été assez formatrices. Pour moi, je pense que Julie, c'est peut-être qu'elle m'a expliqué que c'est pas parce que moi j'avais fait des sciences que c'était le grave. Et je pense que j'ai été plus en débat avec Julie à ce sujet que ce que j'ai été avec Alexandre. Et quand il a choisi de faire autre chose que des sciences, il est parti faire autre chose que des sciences. D'où ma surprise encore plus grande quand il a dit qu'il veut faire médecine. Il y a quand même une petite incohérence pour moi, un petit contre-pied auquel je ne m'attendais pas. Donc voilà, donc, de ce point de vue-là, je pense que non, je ne crois pas avoir mis beaucoup de pression. De toute façon, jusqu'à ce que tu me dises que tu voulais faire médecine, personne ne s'y attendait. Donc, je pense que ça fait que de la pression là-dessus. Et par contre, alors, est-ce que j'ai des regrets de comment ce que j'ai pu faire ou dire ou comment les choses se sont passées pendant ces 2 années? Nécessairement, absolument pas. Ça a marché. Peu importe le moyen, peu importe les hauts, peu importe les bas, peu importe les moments de complicité, peu importe les engueulades, ça a marché et ça qui compte. Alors, la pression, j'ai pas besoin de la pression de parents, je me la mets toute seule comme une chef. Mon petit défaut, c'est que je me mets une pression énorme, alors des fois, il n'y a même pas besoin de se mettre une pression, ça va aller. Donc, ouais, elle me disait plus, détends-toi, regarde, il y a un parc, tu veux pas sortir? Moi, je dis non, ça va aller, il faut le faire, il faut travailler. Donc, bon, des fois, je sortais, il faut sortir de chez moi, etc. Mais la pression en passe, je me disais, il y a des classements, il faut faire attention, il faut rester dans tel top, etc. Donc, j'essaie de faire de mon mieux. Et en LAS, j'essaie de me dire, on fait de son mieux, on se donne à fond, on fait ce qu'on aime. On est là aussi pour faire un métier qui est la santé, et on est aussi là par passion. Donc, j'aimais travailler mes cours, je n'avais pas de pression à me dire est-ce que je le fais bien, est-ce que je le fais pas bien. J'aimais chaque seconde que j'ai passée sur mes cours, et même les QCM, même si je râlais un petit peu sur mes fautes. C'est aussi un bon moment de les faire parce qu'on se dit oui, je connais ça, j'ai réussi, je suis trop contente. Ou on se dit bon, ben, heureusement que je l'ai fait, sinon je ne l'aurais pas remarqué. Et c'est tout. Est-ce que tu as un regret? Aucun. Non, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime, parce que le métier que vous allez tous choisir, et là, ça va être votre quotidien, ça va remplir vos journées. Et puis, il n'y a pas de pression. Enfin, moi, je n'ai pas mis de pression à Clélia parce que je lui fais confiance. Je lui ai toujours dit une chose, c'est de faire ce qu'elle veut et ce qu'elle aime.
Moi, à la différence de Clélia, je l'ai dit au moment de la présentation, je suis juriste et j'ai fait une double spécialité. J'ai fait un diplôme de notaire et un diplôme d'huissier de justice. Quand je suis rentrée en fac de droit, ben, je suis rentrée avec la détermination et la passion du droit. Et donc, c'est tout ce que je voulais faire. Et c'est au fur et à mesure que, quand j'ai avancé dans mes études, que j'ai découvert, au départ, je pensais à un métier d'avocat, et finalement non. Le métier d'huissier me plaisait beaucoup, ce qui ne plaisait peut-être pas forcément à mes parents, qui s'inquiétaient un peu parce que c'est un métier qui est dangereux plutôt pour une femme. Et bon, j'ai travaillé de longues années chez des huissiers et je travaille actuellement dans une étude notariale, c'est ce que j'ai choisi au final. Mais il faut se faire confiance, il faut se donner le temps, il faut s'écouter et il faut faire ce qu'on aime. Mais les choses viennent aussi petit à petit, quand on avance. Je pense que le choix dans la médecine, il y a de nombreux choix dans toutes les spécialités qu'il y a. Et donc, il faut se faire confiance, il ne faut pas se mettre de pression, et que les parents surtout ne mettent pas la pression aux étudiants parce que c'est déjà difficile. On fait de notre mieux quand on est étudiant et on essaye de mener à bien nos études. Et il faut être fier de soi et se faire confiance, s'écouter et aller de l'avant et travailler en équipe avec les parents et la famille. Le soutien est très important et la famille est un refuge et d'avoir des amis aussi et de parler quand on a des soucis. C'est vrai qu'après ça dépend des caractères de chacun. Des fois on est plus introverti ou extraverti, mais quand on en a gros sur le cœur et qu'on a aussi des baisses de morale, ce qui est normal, et ben, il faut aussi parler et savoir aussi se reposer, se détendre, faire un peu de sport, faire un peu de musique, parce que Julia, je ne l'a pas dit, mais elle joue du piano et elle s'est beaucoup réfugiée dans les cours de piano le samedi et à la maison aussi. Voilà, et d'aller de l'avant et d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance que tous les chemins mènent à Rome. Alors des fois, c'est vrai qu'on peut prendre une branche ou ne pas y arriver, prendre une passerelle, mais quand on veut quelque chose et qu'on se donne le temps d'y arriver, les moyens, et on y arrive. Donc, il faut être confiant. Je reprends juste pour quelques petites secondes pour dire que, surtout en LAS et en PAS aussi, vous êtes beaucoup avec les autres collègues qui sont dans la même situation que vous, qui sont en compétition avec vous. Donc, il peut y avoir des paroles qui vont se dire, des paroles qui seront blessantes, des gens qui sont là pour vous déstabiliser, pour vous dire oui, mais tu as fait ça, tu ne vas pas y arriver, ou oui, tu as fait des rattrapages avant, tu ne vas pas y arriver. Il y avait dans mon cas des soucis entre certains élèves, parce qu'il y avait du snobisme ou également des méthodes un peu de ah oui, regarde, moi j'ai 18, moi j'ai fait tel cours 6 fois et pas 3. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, parce que c'est votre année. Personne d'autre peut passer le concours à votre place, sinon c'est de l'automaticité, et c'est pas bien. Et que vous soyez de sexe féminin, de sexe masculin, que vous vous identifiez à tel genre ou à un autre, ou même vous ne trouvez pas encore sur l'échelle, prenez votre temps et faites-vous confiance parce que tout arrivera à un moment donné ou à un autre. Alors, dernière petite question. Avez-vous un dernier conseil ou un dernier mot pour les étudiants et les parents qui sont ici? Pardon. Dernier conseil, je pense que vous l'aurez compris durant toute l'intervention, là, c'est vraiment, vous êtes là pendant 1 an, voire 2 pour certains, c'est pas grave, défoncez-vous, genre c'est 2 ans, qui vont faire une vie, ou 1 an qui va faire une vie, et genre vraiment ça vaut le coup, et juste pour le moment de fierté à la fin qu'on a un petit peu tous ensemble, le moment où on s'est tous retrouvés pour se dire c'est bon l'équipe on a médecine, c'est tout.
Je pense que ça vaut le coup. Donc, s'il y a un conseil que je peux vous donner, moi, c'est lâchez pas. Ça vaut le coup. Vous n'êtes pas là pour rien. Si vous avez déjà été sélectionné sur Parcoursup, ben, c'est pas pour rien. Donc, bah, défoncez tout. Oui, vraiment, encore une fois, vous êtes là pour ça. Donnez-vous à fond et profitez parce que ce sont des années compliquées avec des nouvelles notions qui ne sont pas forcément évidentes. Mais vous allez rencontrer des personnes comme vous aussi, avec les mêmes motivations, les mêmes passions. Et vous allez pouvoir vous faire de vrais amis pour la vie. Bah, c'est un peu répété tout ce qui a été dit, mais oui, vraiment, si vous avez choisi de vous inscrire et de faire médecine, c'est pour une bonne raison. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi. Moi, par exemple, je ne sais pas pourquoi c'était médecine et pas autre chose, mais c'est vraiment la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit allez en médecine. Donc, je trouve que c'est la seule raison pour pouvoir s'accrocher et de se dire bah, pendant un an ou peut-être deux, je donne absolument tout ce que j'ai à donner. Et puis voilà, comme ça, vous pourrez être fiers de vous vraiment à la fin. Je vous assure, quand vous avez les résultats du deuxième quad et que vous êtes admis ou que vous avez réussi l'oral ou quoi, vraiment, la satisfaction, ça vaut toutes les douleurs et tout ce que vous avez enduré pendant l'année ou les 2 ans. Donc, franchement, voilà, c'est juste accrochez-vous et écoutez-vous. Alors maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai mis un QR code pour une enquête de satisfaction, donc si vous pouvez y répondre, ça serait top. Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Ou même si vous voulez aller leur parler à la fin ou quoi? Tout a été dit. Ça vous a servi ou pas trop? Ça vous a été utile ou pas trop? Ah ouais? On n'a rien Ok. caché. Ah là, oui, c'est fait. Bah, du coup, pensez à remplir l'enquête de satisfaction et merci beaucoup. Si vous voulez aller leur parler à la fin, vous pouvez. Et bah, bon courage à vous pour cette année et bonne chance. Merci.